Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com. Le Réseau ZEC, 63 territoires publics partout au Québec. Chasse, pêche, plein air et camping pour ravir les grands et les petits. C'est le réseau de la liberté en nature avec des chalets, du prêt à camper, des yourtes et des embarcations. Imaginez-vous en train de planter votre tente où vous voulez sur le territoire. Dans le Réseau ZEC, c'est possible. Vivez l'expérience en famille, entre amis et avec votre animal de compagnie dans les ZEC du Québec. Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, ici Ernie Wells qui vous accueille à la seule émission radiophonique du genre consacrée aux activités de plein air, de chasse et de pêche, Rendez-vous nature. Ouais, on dirait bien que l'hiver a décidé de passer le printemps avec nous. On ne parle pas de véritable temps printanier avant une dizaine de jours, semble-t-il. Pas grand-chose à faire pour changer les choses, sinon, heureusement, de passer la prochaine heure avec moi et mes invités. Et cette semaine, à Rendez-vous nature, 48 ans après sa création, la réserve phonique du Chénier poursuit son développement à vitesse grand V, mais sans faire partie de la force du réseau des réserves phoniques de la CEPAC. Le directeur général, Maxime Gendron. La réserve phonique du Chénier ne fait pas partie du réseau CEPAC, n'est pas dans le regroupement des pourvoiries non plus et des ZEC. On est un peu seul là-dedans. Et le gouvernement a reconnu clairement qu'il fallait qu'on se mette vraiment à niveau pour la clientèle. Chénier, en passant, c'est la seule réserve qui a jamais été dans le réseau de la CEPAC. Les acteurs de mise en valeur de la faune sont méconnus, mais leur travail et leur engagement dans les activités de chasse, de pêche et de piégeage sont essentiels. Le prix Arfand des Neiges reconnaît leur accomplissement, le porte-parole du ministère responsable de la faune, Daniel Labonté. Donc, cette année, vous avez contribution scientifique et technologique à la faune. Une autre catégorie, innovation régionale pour la conservation de la faune. Autre catégorie, bénévolat dans le domaine faunique. Catégorie bâtisseur également. Pour l'ensemble de l'œuvre, une nouveauté cette année, volet jeunesse et relève dans le domaine faunique. Même si ça ne paraît pas trop, comme je viens de le dire, le printemps est pourtant arrivé depuis quelques jours et notre chroniqueur plein air, Alexis le Randonneur, mais pour lui, le mois d'avril marque une transition importante des sports de plein air. Oui, ça y est, on est au printemps, la neige fond, le soleil chauffe un peu plus fort, puis on sent que la nature se réveille. Et c'est aussi un moment parfait pour sortir respirer à plein poumon. Et aujourd'hui, tu me le demandes, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des idées pour profiter du plein air, malgré la boue, la slush, les derniers bancs de neige qui sont récalcitrants et noircis. Alors là, enfilez vos bottes, on y va. Les troupes de chasse de Rallye Québec nous appellent aux nouvelles brèves de la semaine et à chaque fois que je parle de la troupe de chasse de Rallye Québec, c'est un ensemble de sonneurs qui venaient de la région de Bromont, pratiquaient beaucoup la chasse à courre et le responsable était M. Pierre Poisson qui lui originait de la Corse. Alors donc, il faisait beaucoup de chasse à cheval, la chasse du sanglier et la musique qu'on vient d'entendre pour lancer les trompes de chasse, c'est le matin, c'est l'appel des chasseurs. La Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, a eu 40 ans le 20 mars dernier. Pour les réserves phoniques, surtout celles des rives nord et sud, la gestion fut confiée à la CEPAC en 1995, donc il y a 30 ans pour les ZEC, donc 40 ans pour la CEPAC. Le réseau de la CEPAC compte actuellement 23 parcs nationaux, 13 réserves phoniques, CEPAC Anticosti, 8 établissements touristiques, et tout cela dans plus de 53 000 km² dans 16 régions touristiques de la province. Et l'achalandage des chasseurs, pêcheurs et amateurs de plein air dans le réseau de la CEPAC a été de 9,4 millions de jours de visite en 2023-2024 pour une contribution du réseau au produit intérieur brut de 885 millions de dollars. Une chance que Trump ne sait pas encore ça, lui qui adore le PIB et qui veut annexer le Québec pour toutes nos réserves d'eau, lacs et rivières et même le fleuve. Au Québec, l'eau douce occupe 10% du territoire et 3% des eaux douces sont renouvelables, alors donc c'est important. Et 20% des sources d'eau douce de la planète sont au Canada. Et Trump la veut notre eau parce que ça va mal aux États-Unis. Et si Trump a un œil sur le Canada, c'est d'abord pour détourner l'eau, puis en faire son 51e État.
De nouvelles statistiques confirment l'excellente récolte des cerfs sur l'île d'Anticosti en 2024. Les chasseurs de territoire de Sepac-Anticosti ont récolté 6 865 des 9 000 bêtes pour un taux de succès global de 1,9 cerfs par chasseur. Ce taux monte à 1,91 cerfs par chasseur en plan américain. Ça, c'est avec un repas fourni et guide. En somme, sur les 6 865 cerfs meuniers prélevés en 2024, les chasseurs ont récolté un grand total de 4 723 mâles, soit 68% de la récolte, 1611 femelles et 531 femmes. À noter que 78% de l'ensemble des chasseurs qui se sont rendus sur Anticosti en 2024 ont occupé le territoire de Sepac-Anticosti, mais il faut dire que Sepac-Anticosti occupe les 2 tiers de l'île sur un territoire de 5500 km² dans une île qui en compte 8000 km². Je m'arrête ici pour une courte pause et au retour, la réserve faunique du Chénier a bien changé depuis sa création en 1977, un an avant le grand déclubage de 1978. Si la réserve du Chénier n'avait pas été créée en 1977, elle serait devenue une ZEC. Alors, du Chénier, donc, a failli passer du côté des zones d'exploitation contrôlées, mais on a privilégié du côté du gouvernement la prise en charge du territoire par les gens des paroisses limitrophes. Restez avec moi, je vous en reparle au retour de la pause. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information faunique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Saviez-vous que les ZEC ont été créés en 1978 dans le cadre de l'opération Faune du gouvernement provincial? Oui, un grand mouvement mis en place par le gouvernement de l'époque afin de redonner accès aux Québécois à 48 000 km² de territoire forestier. C'est grand 48 000 km². En fait, c'est plus grand que la Suisse. Alors ça vous laisse beaucoup d'espace pour vivre vos prochaines aventures. Mais comment de si vastes territoires sont-ils gérés pour assurer la mission des ZEC en matière d'accessibilité, de gestion des ressources fauniques et d'autofinancement des territoires? Le gouvernement provincial délègue la gestion de ces terres publiques à 63 organismes gestionnaires de ZEC, soit des OBNL, tout en imposant un cadre légal et des objectifs de gestion durable des ressources. Pour veiller au respect de cette mission, il faut s'appuyer sur un grand nombre de personnes. Le réseau des ZEC compte sur la participation active de ses membres, la précieuse aide de ses bénévoles, la collaboration des employés et des partenaires sur le terrain, ainsi que sur le savoir-faire des gestionnaires et du conseil d'administration de chacune des 63 ZEC de la province. Comme on dit, il y a du monde à la messe. Envie de vous impliquer dans la saine gestion des territoires fauniques? Contactez votre ZEC pour connaître toutes les possibilités d'engagement dans votre région. Le réseau ZEC. 63 ZEC, 12 régions. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous Nature, une présentation du réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
De retour au Rendez-vous Nature, il y a 48 ans déjà, c'est quand même incroyable. En 1977, un an avant le grand déclubage de 1978 qui devait redonner aux Québécois quelques 1200 clubs privés de chasse et de pêche, un territoire est né, celui de la réserve faunique du Chénier. Ce territoire qui compte le plus grand nombre de plans d'eau au sud du Saint-Laurent, dont le Grand Lac Touradi, a toujours résisté à une gestion publique gérée par une corporation qui s'appelait la Corporation du territoire populaire du Chénier. On l'associait à peu près au village gaulois d'Astérix, qui résiste à l'envahisseur. Puis dans ce cas-ci, l'envahisseur, c'était la CEPAC. Mais en l'an 2000, Québec a reconnu du Chénier, à quelques 30 km au sud-ouest de Rimouski, comme réserve faunique, mais sans pour autant rejoindre le réseau des réserves de la CEPAC. Maxime Gendron est le directeur général de TERFA. TERFA, c'est un nouvel acronyme pour Territoire d'expérience récréative des forêts anciennes. Maxime Gendron, TERFA remplace finalement la Corporation du territoire populaire du Chénier. Ben oui, exactement. C'est qu'il y a eu un changement majeur en 2020. Il y a eu la fusion entre la réserve faunique du Chénier et le canyon des Portes de l'Enfer. Et là, à ce moment-là, on a changé le titre là, de la corporation qui allait gérer ces deux territoires-là. Oui, puis ce regroupement avait été précédé, je me souviens bien, il me semble que c'était en 2018, d'une aide financière de 10 millions du gouvernement du Québec pour moderniser, ou plutôt même pour reconstruire les 21 chalets qui avaient été expropriés peu avant, donc en 1977. Ben exact, c'est que nous, on avait hérité des chalets des clubs privés de l'époque, donc on avait plusieurs types de chalets différents. Et là, on a fait un plan d'affaires qu'on a présenté au gouvernement du Québec pour faire un rattrapage au niveau des infrastructures. On sait que les autres réseaux ont eu accès à du financement. Et du Chénier, on était un peu dans une craque. Donc, à ce moment-là, le ministre nous avait octroyé une subvention pour mettre à niveau toutes les infrastructures. On sait que le territoire de la réserve faunique du Chénier, ça appartient à tous les Québécois, c'est au gouvernement du Québec. Donc, c'était un bel investissement là, pour se mettre au bout du jour pour la clientèle. La craque que tu parles, c'est que finalement, c'était un territoire faunique avec des activités de chasse de pêche. Puis, il y avait aussi, de l'autre côté, il y avait le réseau CEPAC. Donc, on voyait souvent des subventions qui étaient accordées par le ministère de la Faune, disons-le comme ça, qui allaient toujours à la CEPAC, mais qui allaient peu du côté de ton organisation de réserve faunique. Alors, c'est ça un peu qui retardait le processus de modernisation des chalets. Exactement. La réserve du faunique du Chénier ne fait pas partie du réseau CEPAC, n'est pas dans le regroupement des pourvoiries non plus et des ZEC. Oui. Donc, on est un peu seul là-dedans. Et le gouvernement, en nous octroyant ça, on reconnu clairement qu'il fallait qu'on se mette vraiment à niveau pour la clientèle. Chénier, en passant, c'est la seule réserve qui a jamais été dans le réseau de la CEPAC. Parce que dans les réserves fauniques au Québec, il y en a 17 qui sont terrestres. Si on exclut là, les réserves fauniques là, en Rivière-à-Saumon, les trois autres, il y en a deux là, au nord de Chibougamau qui ont été rétrocédés aux Premières Nations. Puis il y a la Dunière en Gaspésie qui a été rétrocédée à une corporation, là, un OBNL là, du coin. Et du Chénier, c'est la seule. Et c'est pas parce que la CEPAC n'est pas un bon outil de développement. C'est juste que le sentiment d'appartenance des gens du coin voulait que ça reste, les décisions restent ici en région. On est bien épaulé aussi avec le ministère de la Faune. Donc, c'est un développement en parallèle qui se fait, mais ça va très bien. Oui, mais c'était finalement un genre d'intouchable, parce que c'est sûr que du jour au lendemain, la CEPAC demanderait pas mieux de prendre la gestion du Chénier, mais ça a toujours été un symbole, le symbole de résistance des paroisses du Haut-Pays de Rimouski qui fermait, et puis là, il y avait eu une prise en main des gens avec les opérations Dignité. Ils voulaient vivre de leurs ressources naturelles. Il y avait donc le grand déclubage de 1978, et en 1977, donc, la corporation avait été créée, et c'était la prise en main du territoire qui était administrée par les gens des localités environnantes. Jamais la CEPAC, puis moi, j'ai connu différents directeurs, présidents-directeurs, puis ils me disaient non, on touche pas à du Chénier, à moins que du Chénier nous l'offre. Mais au point où vous êtes rendu maintenant, il n'y a plus question. Maintenant, c'est TERFA, c'est les Portes de l'Enfer, c'est la réserve du Chénier, puis là, vous allez de l'avant de plus en plus, là. Oh oui, exactement. Le sentiment d'appartenance, c'est comme tu disais, est très fort de la population de la région.
Puis on sent qu'il s'agrandit, ce sentiment d'appartenance-là. On est devenu un territoire qui draine beaucoup régional. Et avec l'Orignal, c'est rendu provincial. Là. Les gens reconnaissent de plus en plus ce territoire-là. Ils aiment bien pouvoir avoir aussi quelque chose de différent qui les dessert avec une qualité incroyable. Qu'est-ce qui différencie justement la réserve faunique du Chénier des autres réserves de la CEPAC? Bien, la première chose, c'est que le conseil d'administration est formé de gens locaux, ou je dirais même régional. On est très près des populations autour de nous. On a un siège Première Nation, on a des belles expertises de la région. Puis ça je dirais, c'est le premier élément. Au niveau aussi du service, on a un service de plus en plus personnalisé auprès de notre clientèle. Oui, c'est comme les autres réserves phoniques, c'est des tirages au sort, tout ça, mais on a une clientèle assez fidèle qui revient. Et de plus en plus, ils connaissent bien les employés qu'on a sur place, tout ça, puis ils se développent des belles relations là, pour réaliser, si on veut, certains rêves de chasse et pêche là, sur le territoire. Oui. On parlait tout à l'heure de 10 millions qui avaient été investis en 2018 ou qui avaient été annoncés en 2018 pour refaire le parc d'hébergement de la réserve, mais je pense que vous êtes rendu à quelques 20 millions maintenant, hein? Bien, c'est que ce coup d'envoi-là qui nous avait été octroyé par le ministère de la Faune, on l'a fait bonifier avec d'autres subventions, avec des investissements de nous-mêmes. Et la fusion a fait une synergie incroyable. Et globalement, pour les deux territoires, on a dépassé les 20 millions d'investissements. Beaucoup en infrastructure, mais aussi en aménagement phonique. Où est-ce qu'on on a réalisé la restauration d'une dizaine de lacs de plans d'eau qui étaient contaminés par des espèces invasives qu'on a réussi à traiter et on a réensemencé avec les souches de truites indigènes des lacs Touradier, lac des Baies. Mais c'est un peu le cas, je pense, avec le lac, je ne sais pas si c'est toujours au quotidien, le lac Boucher. On me disait que la qualité de pêche avait augmenté de beaucoup, et justement dû à des ensemencements avec des truites indigènes de la réserve. Mais la façon qu'on a procédé pour ce gros projet de restauration-là, c'est que nous, là, après traitement, on réensemence pendant 3 ans des alevins de truites de souche indigène du Chénier. Okay. Et la 4e année, là, on peut rouvrir la pêche et pendant les 2 premières années qu'on ouvre la pêche, on l'ouvre à peu près à 30% des capacités. L'année 3, l'année 4, on l'ouvre autour de 60-70%. Et lorsque ça démontre que ça va bien, la 5e année, on va pouvoir l'ouvrir à 100% de ses capacités. Le lac Boucher, entre autres, que tu cites, c'est le 4e plus grand lac de la réserve phonique. Ouais. Il nous donnait à peu près une centaine de truites par année. Et là, après traitement, c'est devenu une vedette. Là, on est comme dans la 4e année de son exploitation. Et il va nous donner à échéance, quand on va l'ouvrir à 100% de ses capacités, il va nous donner autour de 1200 truites. On est passé de 100 à 1200 truites annuelles qui vont s'auto-suffire. Et ces lacs-là qu'on traite qu'on traite pour la restauration, ben nous, on les ouvre à la mouche pour justement qu'ils perdurent dans le temps. La pêche à la mouche nous permet de mettre un peu moins de pression sur nos lacs pour s'assurer à long terme qu'ils fonctionnent bien. Mais le lac Boucher, est-ce qu'il demeure un lac qui est au quotidien, avec droit d'accès quotidien, ou s'il fait partie de l'hébergement du lac des Baies, de ce coin-là, là? Bien, lui, on a construit 2 nouveaux chalets. Okay. Donc, il est devenu en hébergement. Okay. Puis c'était, en fait, c'est un lac là, qui est de 142 hectares, en plein milieu de la réserve, qui donnait pas grand-chose avant, et maintenant, c'est devenu une vedette là, incroyable. Oui. Et pour y accéder, ben là, c'est par tirage au sort, ou ben non, lorsque les disponibilités sont là, ben on peut réserver à ce moment-là? Exactement. Mais je vous dirais que le fait que ce soit devenu une vedette, c'est obligatoire de passer par le tirage au sort parce que les gens là en reviennent pas là, de la qualité de pêche qu'on retrouve là. Ouais. Parce que nos ensemencements sur 3 ans, les 3 plus, là, à 3 ans, les truites étaient rendus à 16 pouces et demi. C'est vraiment une croissance accélérée parce que le lac se retrouve à ce moment-là, quand on les restaure, les seuls prédateurs qui se retrouvent dans le lac après ça, c'est les truites mouchetées qui ont accès à tout le réseau trophique de nourriture du lac. Ben, c'est quand même un bon coup, mais là, c'est j'imagine qu'il y a un quota de prise quotidienne par pêcheur. Oui, et nous, en ayant fait tous ces investissements-là, tous ces travaux-là, et avec la COVID qu'on a vu, c'est après la COVID, là, quand on a réouvert les lacs,
les gens ont fait des pêches incroyables. La truite avait grossi beaucoup et j'ai beaucoup de clients qui nous ont dit qu'ils avaient fait les pêches de leur vie sur plusieurs lacs sur la réserve. Donc, nous, on en a profité pour dire, bon, on a fait un sondage auprès de notre clientèle, on s'est assis avec les gens du ministère, tout ça, puis comment qu'on peut perpétuer ça dans le temps. Et là, à ce moment-là, on a changé les quotas. On est les premiers, si on veut, à avoir poussé ça comme ça. Maintenant, c'est 5 truites à la quotidienne et 10 en possession. Fait que les gens qui viennent d'un 2-3 jours, ça revient au même. Ils vont sortir avec les 10 truites, mais en le mettant 5 par jour, on diminue les captures pour un même résultat. Et ça a amené que la clientèle a été majoritairement très, très, très contente de ça. Ils nous ont même félicité en disant « Vous faites bien, on veut venir pêcher longtemps ici. » avec des qualités de pêche comme on a sur chez nous. À une certaine époque, Maxime Gendron, on disait que c'était le Grand Lac Touradi qui était la grande vedette. Moi, je me souviens d'avoir déjà titré puis même des reportages avec des gens qui me disaient qu'ils pêchaient à 45 minutes de Rimouski, ils pêchaient des truites dignes du Nord. Mais là, c'est qu'avec le lac Boucher, là, c'est comme si ça augmente encore plus l'attractivité des lacs du Chénier, là. Exact. C'est qu'il y avait à l'époque les 3 grandes vedettes de Duchesnier qui étaient le Grand Lac Touradi, c'est comme tu mentionnes, le lac des Baies aussi qui est très prisé, puis le lac Cossette où est-ce que là on avait des truites records qui allaient jusqu'à plus de 8 livres là, à l'occasion. Et là, on vient de rajouter le lac Boucher, mais c'est dans la même catégorie parce que c'est les souches qui proviennent de ces lacs-là. Et là, on a créé un habitat qui permet à ces truites-là de pouvoir prendre leur envol. Et la qualité est surprenante même. Oui, j'en doute pas. Si on quitte un peu la pêche, là, on sort d'un hiver 2025 qui était très neigeux, je dirais même très rigoureux. Puis je me souviens, à une certaine époque, on parlait de Duchesnier comme étant l'endroit où on retrouvait le plus grand ravage de cerfs au Bas-Saint-Laurent. On parlait de 2000 têtes. Au moment où on se parle, au début, fin mars, début avril, quelle est la situation dans Duchesnier? C'est sûr qu'on a subi 2 grosses tempêtes coup sur coup là, à la fin février, puis pratiquement la 2e semaine du mois de mars. Mais avant ça, l'hiver était quand même, somme toute, pas trop difficile. Il n'y a pas eu des très, très grands froids longtemps. Il n'y avait pas une grosse accumulation tant que ça. Et les cerfs étaient quand même en très bonne forme physique. C'est lorsqu'ils sont arrivés dans les grosses tempêtes. La première tempête, fin février, a été plus inquiétante, en tout cas, parce que nous, on les voit, là, ils sont le ravage de cerfs, là, le bureau, nous, est dans le ravage, donc on voit les cerfs là, quotidiennement. Et la première tempête a surpris les chevreuils parce que il n'y avait pas vraiment de grands sentiers de ravage d'hiver encore parce qu'il n'y avait pas beaucoup de neige. Et là, les chevreuils, on a vu plusieurs chevreuils là, qui rentraient en forêt puis qui ramaient beaucoup là, dans la neige. Puis là, mais ce qui s'est passé, c'est que rapidement, on a eu les rayons du soleil chaud du mois de mars, puis la neige a pas eu le temps comme de se taper. Fait qu'on dirait qu'on a une neige qui est un peu plus, qui a beaucoup d'air à l'intérieur. Fait que quand le soleil tape là-dedans, on dirait que la neige a baissé de beaucoup. Et là, ces temps-ci, on voit que le jour, ça fond, puis la nuit, ça gèle. Fait que les chevreuils se promènent sur une grande croûte. Fait que, somme toute, je pense que si ça se maintient comme ça, le fait que les chevreuils étaient en forme avant les grandes tempêtes, puis que les tempêtes sont arrivées tard, puis que le printemps arrive, en tout cas, on verra, là, le mois de mars nous réserve souvent des surprises. Somme toute, c'est moins pire que j'aurais pu le croire. À un moment donné, quand il y a eu des grosses tempêtes, là, on était nerveux, mais là, somme toute, si ça se maintient, ça risque d'être pas si pire. OK, donc vous devriez sauver la quasi-totalité du cheptel existant actuellement dans Duchesnier. Mais dis-moi, on parle de l'orignal, même on a parlé un petit peu tout à l'heure, puis la renommée aussi, à une époque c'était le chevreuil, maintenant c'est plus l'orignal. Puis je voyais en 2021 qu'il y avait eu quand même un relevé qui faisait état de 239 bêtes à peu près là, sur un territoire de presque 300 km². Alors donc, c'est une densité moyenne d'à peu près de 10 orignaux au kilomètre. C'est quand même très fort. Puis je vois que c'est très aussi populaire parce qu'il y avait vous avez 522 gagnants cette année. Il y a combien de groupes qui vont aller chasser l'orignal cette année dans le Duchesnier?
En moyenne, à peu près, là, dans les dernières années, c'est à peu près une centaine de groupes qui chassent l'orignal sur du chénier. L'orignal sur du chénier, c'est surprenant parce qu'on est le seul territoire, parce que l'orignal est très fort, là, mais on est le seul territoire dans l'Est que c'est le deuxième moteur économique. Le chénier, son premier moteur économique, c'est la pêche. On a plus de 500 forfaits de pêche contingentés à la truite mouchetée, mais l'orignal arrive en deuxième. Et effectivement, c'est un territoire très, très, très giboyeux au niveau de l'orignal. On fait des très belles chasses. Les succès sont excellents. Oui, j'imagine. Alors donc, Maxime Gendron, je te remercie pour toutes ces informations. Ça nous permet de remettre un peu du chénier en évidence parce qu'on n'avait pas parlé depuis un certain temps. Alors donc, je te souhaite une bonne saison. Je te dis merci pour ces informations. Puis au plaisir de te reparler. Salut, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Jusqu'en 1978, l'accès au territoire public pour la chasse et la pêche au Québec était réservé à des clubs privés, limitant ainsi l'égalité des chances pour tous les citoyens. En réponse, l'opération Gestion Faune a été lancée en 1977 avec pour mission de garantir une exploitation équitable et durable des ressources fauniques. Cette initiative visait à protéger la faune, à assurer l'accès à tous les Québécois et à encourager la participation des utilisateurs dans la gestion de ces ressources. En 1978, les ZEC ont vu le jour, avec une mission unique, gérer démocratiquement ces territoires publics par des associations sans but lucratif. Les bénéfices générés sont entièrement réinvestis dans la conservation et la valorisation des ressources fauniques au cœur de leur mission. Le réseau ZEC, c'est 48 000 km² de territoire forestier. À l'automne, c'est la chasse au petit gibier et au gros gibier, mais c'est aussi le petit manteau au bord du feu en fin de soirée. C'est aussi s'emmitoufler dans son sac de couchage après une longue journée à se promener dehors. C'est aussi la première gorgée de café le matin qui nous réchauffe l'intérieur alors qu'il ne fait que 2 degrés dehors. Mais comme on dit, et qu'on est bien dans le bois. Le réseau ZEC, 63 ZEC, 12 régions. Chasseurs, procurez-vous le BOC Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.boc-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous Nature, une présentation du réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, depuis 2018, le gouvernement du Québec reconnaît l'engagement de personnes, d'organismes, entreprises et établissements d'enseignement et de recherche qui contribuent à la conservation, la gestion et la mise en valeur de la faune. Qu'est-ce que c'est la mise en valeur de la faune? Ce sont des actions, des projets, des initiatives, des activités, des programmes et des communications qui peuvent avoir des impacts directs et positifs sur les activités de pêche, de chasse et de piégeage. Et une fois par année, donc depuis 2018, des personnes sont honorées et on leur décerne un certificat officiel accompagné d'une médaille à l'effigie du prix Harfang des Neiges. L'année 2025 ne fait pas exception à la règle et j'en parle avec un habitué maintenant de Rendez-vous Nature, Daniel Labonté, de la Direction des communications au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Daniel Labonté, je pense, et vous me corrigerez, le prix Harfang des Neiges est le seul hommage que rend le gouvernement du Québec à un individu, organisme qui s'intéresse à la mise en valeur de la faune.
Dans un sens, vous avez raison, puisque c'en est la 7e édition maintenant, M. Wells. Et je fais une parenthèse sur aussi, du côté de Maud Ballonnet-Watt, récemment mis public l'an passé pour ces personnes, ces dames, ces femmes dans le milieu phonique qui se font valoir, et on a déjà eu des candidates qui ont été rendues publiques récemment. Donc, il y a ce volet du côté des dames qui se démarquent, mais pour ce qui est du prix enfant, c'est ouvert à tous aussi, là. Enfant des Neiges depuis la 7e édition maintenant. Là, on est actuellement dans une période importante dans l'appel des candidatures pour les prix Enfants des Neiges 2025. Puis si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu aussi une prolongation à la période de mise en candidature. Oui, en fait, c'est qu'on avait annoncé une période de mise en candidature qui se terminait le 24 mars, mais le ministère a décidé de prolonger d'une semaine cette période de mise en candidature jusqu'au lundi 31 mars. Donc, important d'avoir ceci en main pour toute personne ou organisme qui a encore le temps ou le choix de déposer une candidature. Donc, au ministère, les équipes travaillent sur le prix Enfants des Neiges et reçoivent ainsi des candidatures jusqu'au lundi 31 mars. Donc, pour ceux qui sont à la dernière minute, on est encore dedans. On a encore le choix de déposer une candidature dans l'une des 5 catégories, monsieur. Ou comme vous dites, on est un peu à la dernière minute. Il y a sûrement des retardataires, mais il reste quand même qu'aujourd'hui, avec le web, les mises en candidature, le dépôt se fait d'une façon très rapide. Mais est-ce que c'est un document qui est long à remplir? Est-ce que la démarche est difficile ou c'est vraiment rapidement on peut proposer quelqu'un? Il y a une question, bien sûr, de remplir un formulaire, répondre à des lignes directrices. Il y a des paramètres à respecter, vous comprenez. Et il suffit de se faire présenter sa candidature par d'autres personnes ou un autre organisme pour ainsi être éligible à une des 5 catégories. Et comment détermine-t-on les lauréats, M. Wells? Bien, la sélection est tout à fait objective, hein? Elle relève d'un comité de 3 personnes. Oui, une personne du ministère, mais aussi des personnes de l'externe du ministère, c'est-à-dire une personne qui représente la CEPAC, Société des établissements parcs au Québec, et aussi une personne qui représente la Fondation de la Faune du Québec. Donc, ce comité se penche sur les candidatures reçues jusqu'au 31 mars, rappelons-le, et va déterminer ce comité les différents lauréats dans nos 5 catégories. Quelles sont les 5 catégories? Vous me permettez bien sûr de faire un bref tour, M. Wells, merci. Donc, cette année, vous avez contribution scientifique et technologique à la faune. Les candidats potentiels, des chercheurs, des groupes, des entreprises, des établissements d'éducation, etc. Une autre catégorie, innovation régionale pour la conservation de la faune. Candidats potentiels, projets régionaux, organismes communautaires, initiatives locales, etc. Également, autre catégorie, bénévolat dans le domaine phonique, ça le dit son nom, hein, bénévole qui s'est démarqué pour l'avancement de la faune au Québec. Donc, au niveau, bien sûr, des candidats potentiels, ils peuvent être légion, hein, que ce soit des bénévoles dans les projets éducatifs, des photographes amateurs, et ainsi de suite, des organisateurs de nettoyage de l'habitat naturel, des associations de reboisement, et ainsi de suite. Donc, la liste peut être assez longue. Catégorie bâtisseur également. Donc, ça, c'est pour l'ensemble de l'œuvre d'une personne ou d'un organisme, hein, personnes ou groupes qui ont marqué de manière durable dans le domaine phonique au cours d'une carrière. Catégorie bâtisseur. Et enfin, une nouveauté cette année, cette catégorie qui est destinée aux personnes de moins de 30 ans. Donc, volet jeunesse, hein, engagement jeunesse et relève dans le domaine phonique. Et permettez une brève description, puisque c'est nouveau. C'est un prix qui met en lumière l'engagement exceptionnel de jeunes, de la jeunesse dans le domaine phonique. Donc, on veut ainsi récompenser des projets ou des actions qui sont remarquables, menées par des jeunes, ici moins 30 ans et moins, ou des groupes de jeunes qui soutiennent la relève en matière de chasse, pêche, piégeage ou conservation. Vous comprenez que les candidats potentiels, ce sont des jeunes de moins de 30 ans ou des associations étudiantes, etc. Donc, c'est le volet nouveau cette année.
Oui, puis je considère, moi, que c'est un volet qui est même essentiel parce que je parle souvent avec des gens d'associations de chasseurs et de pêcheurs, même du côté des ZEC, puis ils ont toujours un problème de relève. Alors que vous mettiez une catégorie pour l'engagement jeunesse, je trouve que c'est très important. Si au moins ça peut donner un petit coup de fouet aux gens pour pouvoir s'engager volontairement dans des groupes organisés pour la chasse et la pêche, ben ce serait merveilleux. Mais dites-moi, donc on parle que les périodes de mise en candidature se terminent le 31 mars et après donc l'évaluation des dossiers. Et à quel moment est-ce qu'on devrait connaître les lauréats? Ben, bonne question. Une parenthèse, vous parliez de la jeunesse. Effectivement, au ministère, on fait beaucoup de travail pour justement encourager la jeunesse au niveau phonique. Et ça me permet, rien qu'un petit clin d'œil, M. Wells, sur la fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie, à tous les automnes. On aura l'occasion d'y revenir, mais c'est consacré là justement à la relève à la chasse et le transfert des connaissances de chasseurs émérites, d'expérience envers la jeunesse. Donc, c'est une fin de semaine qui est consacrée à la jeunesse pour la chasse au cerf de Virginie. Et pour revenir à nos prix-enfants, en conclusion, il faut s'attendre, je vous dis ça sous toute réserve, bien sûr, M. Wells, mais pour un peu organiser aussi les gens qui veulent déposer leur mise en candidature, on peut s'attendre à la fin du mois de mai à une belle soirée. Actuellement, c'est les jeudis soirs. Et au cours des dernières années, on était à l'Agora de l'Assemblée nationale, très bel amphithéâtre. J'invite donc à le visiter avec vos auditeurs. Là, c'est la Maison du Peuple, hein, n'hésitons pas. Mais c'est ce qui se dessine. Donc, les confirmations viendront un petit peu plus tard. Tous les détails, on est dans une émission radio, on n'ira pas dans les détails, mais les conditions, vous pouvez googler Prix Enfants des Neiges. Et c'est aisément retraçable. Absolument. Alors donc, Daniel Labonté de la Direction des communications au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et animateur et même porte-parole de cette grande cérémonie de la remise des Prix Enfants des Neiges 2025. Peut-être qu'on va se reparler justement lorsqu'on sera rendu à la fête de la pêche ou même avant. Ah oui, même avant, parce que je voulais parler de tous les changements qui s'en viennent concernant l'achat de permis de pêche qui, là aussi, comme partout ailleurs, vont se faire maintenant et dorénavant en ligne. Mais ça, on en reparlera dans une autre entrevue que je prévois la semaine prochaine. Bonne semaine, puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, au grand plaisir. Au plaisir, au revoir. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
De retour à Rendez-vous Nature, je reçois maintenant Alexis Nantel, davantage connu sous le nom d'Alexis le randonneur. Je le dis à chaque fois, mais il faut toujours préciser. Alors, du nom de l'émission qu'il anime à TVA Sport et qu'il animera encore en 2025-2026. Selon mes informations, l'émission est reconduite. Alors, donc, c'est notre chroniqueur plein air à nous ici à Rendez-vous Nature. Alexis, un adage dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Mais avant, on dit aussi en mars, fais pas de farce. Je sais pas si tu la connaissais celle-là. Non, je la connaissais pas. Puis on dit en mai, laisse tout aller. Alors, tu vois qu'il y a quand même plusieurs maximes quand on arrive au printemps. Mais ce que l'on sait, Alexis, c'est que le printemps est arrivé donc depuis quelques jours. Cette saison marque une transition pour les sports de plein air. Et là, tu vas nous donner des idées pour continuer de pratiquer des sports sans perdre le fil d'avril, là, tu sais, qui est quand même qui nous garde un petit peu une petite chaleur dans le cou. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir avec toi aujourd'hui, là? Ben, écoute, oui, ça y est, on est au printemps, la neige fond, hein, le soleil chauffe un peu plus fort, puis on sent que la nature se réveille. Et c'est effectivement un mois de transition entre la fin de l'hiver puis le début, je dirais, du vrai printemps, disons-le comme ça, là. C'est aussi un moment parfait pour sortir respirer à plein poumon. Et ben aujourd'hui, tu me le demandes, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des idées pour profiter du plein air, malgré la boue, la slush, les derniers bancs de neige qui sont récalcitrants et noircis. Alors là, enfilez vos bottes, on y va. Je vais commencer par un grand classique, évidemment, qui me connaît bien, la randonnée pédestre. Oui, en avril, certains sentiers sont détrempés, mais il existe des options qui sont parfaites pour éviter de revenir à la maison avec les pieds trempés et des kilos de boue sous les semelles. Et là, on peut penser aux sentiers en gravier ou avec des passerelles. Et ça, il y a plusieurs parcs qui en offrent à travers le Québec, là, mais il y en a deux qui me viennent rapidement à l'esprit, entre autres en gravel, ceux du parc de la Gorge de Quaticook, en Estrie, où souvent au sud, d'ailleurs, on a déjà un peu moins de neige au sol, et entre autres aussi du parc national d'Oka dans les basses Laurentides. Comme je mentionne, il y en a un peu partout au Québec comme ça, il faut faire ces petites recherches. Puis les sentiers sont de mieux en mieux construits, aussi les nouveaux sentiers, donc ça nous permet d'en profiter plus rapidement au printemps parce que ils se drainent aussi plus vite des eaux de fonte, et il y a plusieurs parcs maintenant là, qui ouvrent ces sentiers-là. Mais si vous êtes du genre à aimer la neige là, vraiment jusqu'au bout, ben là, c'est sûr qu'il faut aller dans des montagnes un peu plus élevées. Au sud, on a par exemple le mont Mégantic, très connu, qui nous mène à l'Observatoire, ou sinon à l'autre bout de la province, le mont Albert, là, en Gaspésie, où il y a souvent encore un fond blanc. Mais c'est parfait pour une randonnée hivernale tardive. Écoute, moi, j'ai déjà randonné fin juillet sur le mont Albert, puis il y avait encore des plaques de neige là, du côté nord. Donc, on est souvent servi de ce côté-là. Ouais, tu t'entendrais bien avec l'explorateur Bernard Voyer, parce que lui, dans l'hiver, là, il triple là-dessus. Lui, il est mieux au froid qu'au chaud. J'ai jamais compris pourquoi, mais en tout cas, c'est vraiment... Ouais, on est pareil là-dessus. Ouais, j'imagine. Mais là, donc, on est en avril, la nature se réveille, comme tu dis, tout reprend vie, puis là, ça t'inspire des rencontres, mais quel type de rencontres? Oui, en fait, c'est ça. Moi, je parle souvent du mois d'avril comme le mois des rencontres, la saison des rencontres. Et il faut falloir observer correctement parce que là, je te parle de nature en pleine effervescence. C'est le retour, entre autres, des oiseaux migrateurs. Tu sais, c'est l'éveil aussi des petits animaux qui sortent de leur cachette. C'est un vrai spectacle à ciel ouvert. Et si ça vous tente, il y a le Parc national de Plaisance en Outaouais, que je trouve qui est un endroit exceptionnel pour observer les canards, les oies blanches, même les hérons. D'ailleurs, c'est un endroit où on va retrouver beaucoup de photographes animaliers en cette période. Donc, si vous êtes amateur de photos, c'est aussi un bon endroit pour le faire. Si vous cherchez des conseils auprès de ces photographes-là, ben, ils vont se faire plaisir souvent de vous les donner. C'est vraiment une expérience unique. Il y a aussi les îles de la Madeleine, la Gaspésie, où vous pouvez aussi apercevoir, par exemple, des phoques qui vont se prélasser sur les glaces flottantes. On peut même le vivre du côté de la Côte-Nord. Puis même parfois un peu comme tu le sais, c'est ton coin de pays dans le Bas-Saint-Laurent un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment des endroits magiques pour faire de la photo et faire de l'observation. Mais dis-moi, le parc de Plaisance, si je me souviens bien, c'était aussi une halte importante pour les oiseaux migrateurs.
Oui, effectivement, c'est vraiment l'endroit là où on trouve beaucoup d'oies blanches. Ouais. On peut faire le parallèle un petit peu avec Saint-Barthélemy aussi, à la frontière de la Mauricie et de la Naudière, où on en retrouve énormément aussi de chaque côté de l'autoroute 40, où il y a des observatoires là, qui sont disponibles. Donc, c'est très facile de pouvoir s'y arrêter et d'observer. Puis encore là, il y a souvent des ornithologues amateurs qui vont pouvoir nous révéler un peu de secrets par rapport à ces oiseaux. Oui, puis là, en avril, bon, comme on le sait, il y a souvent les rivières sont à grand débit, ça fond, puis on voit que ça commence déjà même du côté de la Beauce. Là, il y a eu quand même plusieurs endroits où les inondations se sont manifestées beaucoup plus tôt, en mars qu'en temps normal. Alors, donc, ça t'amène à quoi? Ces conditions-là changent quoi ou apportent quoi de nouveau? Là? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Ben, c'est certain que les inondations, pour les populations, c'est pas très plaisant, mais il y en a qui vont chercher leur plaisir sur ces eaux tumultueuses et à plein débit, comme tu le mentionnais. Entre autres, les canoïstes, les kayakistes qui vont descendre ces rivières-là à plein débit, donc dans des centres sportifs, certaines sections de rivières qui sont praticables pour le canot, le kayak. J'ajouterais le rafting aussi. Tu sais, on choisit des endroits sécuritaires selon son niveau aussi. Là, sur la rivière Saint-Maurice, entre autres, ou le lac des Deux-Montagnes, on trouve des eaux qui sont plus calmes en général, mais il reste qu'il faut quand même être un habitué en cette période. On peut faire appel sinon à des entreprises d'accompagnement qui sont spécialisées avec des guides si on veut aller explorer ces endroits-là de façon plus sécuritaire quand on est débutant. Et si vous êtes pêcheur, ben c'est aussi le temps de ressortir votre équipement. Là, ça sent bien l'ouverture de la pêche. Il va y avoir plusieurs plans d'eau qui ouvrent leurs portes là, à la pêche printanière. Et il y a rien de plus satisfaisant là, que d'attraper sa première truite de la saison en cette période sous le soleil. Oui, absolument. Ce qui est très plaisant aussi pour les skieurs, c'est le début du ski de printemps. Avril, c'est vraiment le temps d'aller faire un bon ski de printemps, là. Ouais, puis de se faire bronzer la couenne, comme dirait l'autre, pour les accros du ski, là, il y a des pistes qui sont encore enneigées. On pense, évidemment, à l'est du Québec, mais il y a le massif de Charlevoix. Dans le sud, il y a quand même le Mont-Sutton. Là, il y a certaines stations aussi des Laurentides, comme Tremblant, qui offrent encore du ski de printemps jusqu'en avril. On profite de la belle température, mais évidemment, on cherche les sommets souvent les plus élevés et les endroits où on a eu beaucoup de neige. C'est le cas aussi dans les Laurentides. Mais au printemps, il y a aussi le vélo, pour ceux qui aiment pédaler, là, avril, c'est le début de la saison du vélo de gravel, entre autres. Les routes forestières qui commencent à être praticables et qui offrent des paysages assez incroyables en forêt. Si vous préférez, il y a encore un peu de neige sur les sentiers de fat bike, de vélo d'hiver. Il y a certaines stations comme Vallée-Bras-du-Nord et Empire 47 là, dans la région de Québec qui sont bien équipées et qui font l'entretien des pistes, qui permettent encore de faire du fat bike sur une neige qui est évidemment plus compacte là, en début de mois. Souvent avec une croûte en matinée et en fin de journée, en soirée. Donc, ça prend souvent des pneus cloutés là, qui sont idéaux pour ces conditions de surface dure et glacée. Puis, si je me souviens bien, ton anniversaire est en mars. Puis mars, pour moi, ça coïncide aussi avec le début d'une activité qui est très printanière. Donc, j'imagine que dans ton sang, tu as un mélange de sirop d'érable. Alors, tu fais une combinaison des deux. Ouais, moi, ça coule dans mes veines depuis toujours, le sirop d'érable. Et ça, c'est ma touche gourmande. C'est la cabane à sucre puis le plein air. Il y a moyen de mêler les deux. Donc, c'est la saison des sucres. Pourquoi pas combiner une bonne marche en forêt avec une visite d'une cabane à sucre. Il y a souvent même des cabanes qui l'offrent. Là, on peut aller se balader dans la forêt, dans les rablières. Et après cette balade revigorante, quoi de mieux qu'un bon repas traditionnel avec tir sur neige, sirop d'érable à volonté. Puis c'est souvent une occasion de faire une activité familiale, plein air et bouffe. Il y a certains sentiers, entre autres comme ceux des caps là, de Charlevoix qui permettent de jumeler nature et gourmandise là, pour une sortie parfaite. Il y en a d'autres à travers le Québec qui s'annoncent dans ce jumelage-là. Donc, à vous de faire vos recherches comme d'habitude. Mais je pense que c'est favorable en avril pour ce type de duo plein air et sirop d'érable. Oui, puis avril, c'est synonyme, donc, réellement de début du printemps. Puis aussi, nous, dans l'Est du Québec, on associe aussi l'arrivée du crabe des neiges, même s'il n'est pas le nom de crabe des neiges, au début officiel du printemps. Puis ça, c'est en prévision de Pâques, mais c'est une autre histoire. Mais en avril, c'est pas une période quand même pour rester assis sur le divan devant sa TV, même si le hockey prend beaucoup de place actuellement, le hockey des ligues nationales, là.
Ben oui, ça va bien du côté de notre équipe, le Canadien. Oui. Mais c'est loin d'être morne là, le mois d'avril. C'est une période de renouveau. On peut profiter du meilleur de chaque saison. Alors, que ce soit en rando, en vélo, sur l'eau ou même avec une fourchette à la main, c'est important de sortir prendre l'air. Habillez-vous en conséquence, évidemment. Choisissez votre activité puis surtout, amusez-vous. C'est vraiment le mot d'ordre. On a parlé l'autre jour, tu es un type quand même qui a le cœur sous la main. Tu participes à beaucoup d'œuvres et d'activités humanitaires. Puis là, je te rappelle que tu as aussi ce voyage caritatif en 2026 là, en Équateur. Là. Donc, tu peux nous en parler encore un peu. C'est le temps de s'inscrire parce que c'est en 2026. Oui, on est à 1 an du départ. J'ai un deuxième voyage avec la Fondation québécoise du cancer qui va être du 10 au 20 avril. C'est en Équateur. Qui ne connaît pas quelqu'un qui, un jour ou l'autre, a eu un cancer? Alors, c'est le temps de venir en aide à ces personnes-là puis aux familles aussi qui les entourent. J'aurai une soirée de présentation le 26 mars à 18h à Montréal et par visioconférence ensuite, s'il reste des places. Vous allez sur le site web de la Fondation québécoise du cancer dans la section Je m'implique. Et là, vous allez voir, il y a une section qui s'appelle Voyage ta vie. Et là-dedans, vous allez avoir le voyage pour l'Équateur. Écoute, on va, entre autres, faire une ascension, franchir la barre des 5000 mètres. Donc, c'est une belle introduction à la haute altitude pour ceux qui veulent le tenter. On va avoir un beau trek panoramique autour de la lagune de Kilotoa. C'est magnifique avec des eaux turquoises, avec des montagnes, des falaises tout autour. C'est un pays vraiment où il y a une grande, diversité humaine, mais surtout aussi écologique. C'est des gens qui sont fiers de leur pays, de leur culture, qui nous ouvrent leurs portes. On va faire aussi une petite journée vélo à travers la rando, une petite journée vélo de montagne, mais pas très difficile. Là, c'est vraiment une randonnée sur un chemin de gravel pour retourner à nos hébergements. Variété culinaire, on parlait de fourchette tantôt, c'est assez extraordinaire aussi, assez insoupçonné, des soupes assez incroyables, des soupes repas. Il y avait vraiment pour tous les goûts dans ce voyage-là et c'est une façon de venir en aide, de faire une immense collecte pour la Fondation québécoise du cancer. Alors venez me voir le 26 mars. On a le temps de s'entraîner là, d'ici 1 an. D'ailleurs, je vais accompagner les gens au niveau de l'entraînement. On aura des sorties préparatoires. Et ne pensez pas de le faire avec la personne que vous êtes aujourd'hui, mais la personne que vous serez à ce moment-là. Puis je vous garantis que vous allez être capable de le faire. C'est très bien dit. Alors, Alexis, je te remercie pour toutes ces informations. Puis on peut te suivre, toi et tes aventures, sur ton site alexislerandonneur.com. Alors, je te remercie beaucoup. Puis je te dis au mois prochain. Salut! À très bientôt. Bye-bye. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Jusqu'en 1978, l'accès au territoire public pour la chasse et la pêche au Québec était réservé à des clubs privés, limitant ainsi l'égalité des chances pour tous les citoyens. En réponse, l'opération Gestion Faune a été lancée en 1977 avec pour mission de garantir une exploitation équitable et durable des ressources fauniques. Cette initiative visait à protéger la faune, à assurer l'accès à tous les Québécois et à encourager la participation des utilisateurs dans la gestion de ces ressources. En 1978, les ZEC ont vu le jour, avec une mission unique, gérer démocratiquement ces territoires publics par des associations sans but lucratif. Les bénéfices générés sont entièrement réinvestis dans la conservation et la valorisation des ressources fauniques au cœur de leur mission. Le réseau ZEC, c'est 48 000 km² de territoire forestier. À l'automne, c'est la chasse au petit gibier et au gros gibier, mais c'est aussi le petit manteau au bord du feu en fin de soirée. C'est aussi s'emmitoufler dans son sac de couchage après une longue journée à se promener dehors. C'est aussi la première gorgée de café le matin qui nous réchauffe l'intérieur alors qu'il ne fait que 2 degrés dehors. Mais comme on dit, et qu'on est bien dans le bois. Le réseau ZEC, 63 ZEC, 12 régions. Chasseurs,
procurez-vous le Bock Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.bock-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Et c'est ainsi que j'ai vu et préparé pour vous cette émission Rendez-vous Nature, la dernière du mois de mars 2025. Quand on dit que ça passe vite, on en a une autre preuve. Mais avant de vous quitter, vous dire que j'ai appris une grande nouvelle cette semaine. J'en ai glissé un petit mot il n'y a pas longtemps, mais là c'est confirmé. Tous les permis de chasse, de pêche et de piégeage seront désormais disponibles en ligne sans exception. Même ceux du cerf sur Anticosti. Chaque chasseur qui se rendra sur l'île d'Henri Meunier à l'automne 2025 aura donc la responsabilité de se procurer son permis de chasse avant de mettre ses bottes sur l'île, en autant que l'amateur soit inscrit sur la plateforme Mon dossier chasse et pêche. Alors, l'achat du permis en ligne sera accessible donc à tous les pêcheurs, chasseurs de petits et de gros gibier et les piégeurs. Mais je vais y revenir parce que c'est trop important et j'aurai une entrevue consacrée à ce grand changement dans l'habitude des chasseurs qui étaient justement habitués de se rendre dans des boutiques de chasse et pêche pour acheter leur permis, même le saumon atlantique avec les tags et tout ça. Alors donc tout ça va changer et tout est converti en ligne et c'est dès ce printemps, dès l'achat de votre prochain permis. Mais j'y reviendrai. Alors donc, ici Ernie Wells qui vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup d'avoir été là. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite quand même du bon temps. Profitez-en, mangez du crabe à volonté parce que le crabe est commencé. C'est le temps aussi de vous rendre à différentes cabanes à sucre. Portez-vous bien et protégez-vous et les vôtres. Et à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.